Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il y a un truc qui m'a fait sourire. Yann Barthès qui nous a dit je ne recevrai plus de politique. Et oui, mais comme il le dit lui-même, il y a des exceptions. Tous les politiques sont des exceptions. Les anciens premiers ministres, les anciens présidents, quand ils sortent un livre, il y a tous les jours une exception. Si j'ai bien compris, il va recevoir des politiques. Ça, c'était un propos qui s'est envolé très vite. Yann Barthès, qui recevait d'ailleurs François Hollande hier dans son émission Quotidien, après avoir dit donc qu'il ne voulait plus inviter de politique. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. Oui, Yann Barthès qui déclarait dimanche dans la Tribune qu'il ne voulait plus recevoir de politique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus inaudibles et parce qu'ils déroulent leurs éléments de langage sur tous les plateaux. Mais voilà, donc hier soir, François Hollande était bien présent sur le plateau de Quotidien. Sans surprise, ça a déclenché pas mal de réactions. Pas que des gentils sur les réseaux. Et hier soir, donc Yann Barthès a tenu à rappeler ce qu'il avait dit précisément dimanche. Il avait notamment parlé effectivement d'exception. Je vais commencer par juste une précision. J'ai dit cette semaine dans une interview que nous ne recevrions plus de politique pour échapper aux éléments de langage rabâchés en radio et en télé. Je le rappelle, plus de 48 heures d'interview politique chaque semaine. J'ai dit aussi, sauf exception. Et l'exception, c'est par exemple la sortie d'un livre événement, c'est par exemple le statut d'ancien chef d'État ou d'ancien Premier ministre ou de grandes figures rares dans les médias. Vous cochez plusieurs cases, donc bienvenue. Pardon, excusez-moi, j'ai envie de Je rire. trouve ça ridicule. Non, mais je moi, vous le dis tout de suite. Il fait ce qu'il veut, Barthès. Non, ce qui est intéressant... moi, je défends l'interview politique. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le questionnaire, c'est la liste à la Prévert, mais ce qui est intéressant, c'est où des personnalités importantes. Donc, ça veut dire que tout est ouvert, en réalité. Évidemment, donc, une personnalité importante... Non, mais je le redis, c'est vraiment pour échapper à l'ARCOM, je pense, au contrôle de l'ARCOM, et ne pas avoir à inviter le Rassemblement National. Je pense que c'est quand même si... Finalement, il y échappera pas. Moi, ce que je trouve drôle, c'est l'affaire du livre événement, parce que tout le monde sait très bien que ces fameux livres événements, à quelques exceptions près, il y en a qui marchent parce que se vendent à 300 exemplaires. Nicolas Sarkozy sur un bouquin, c'est lui qui l'a écrit. Il y a de la densité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est intéressant. Sinon, il y a vraiment des livres qui sont écrits pour passer à la télé. Non, mais Elisabeth a raison, qui se vendent à 300 exemplaires. Oui, bien sûr. Parce que les livres politiques ne se vendent pas. Ça dépend. Exception. Oui, ça dépend. Vous avez cité Sarkozy, par exemple. C'est un gros vendeur, François Hollande. Oui, c'est possible. Hollande est un gros vendeur. Ceux qui les écrivent eux-mêmes et ceux qui racontent des choses, probablement, les vendent. Bien sûr. Mais vous en avez, c'est juste pour passer dans les émissions. Bon, le livre. Je l'ai reçu, je l'en remercie d'ailleurs, et je vais le lire. Il est peut-être très bon. Bien. Mais moi, intéressons-nous au fond. Rappelez-nous ce qu'il a dit, François Hollande. Il a dit plusieurs choses. Je vous propose juste de l'écouter parce que il était là aussi pour parler de politique. Oui. Et alors, notamment pour dire ceci à Emmanuel Macron. Il parle de la valse des candidats pressentis. Ils ont été nombreux pour Matignon. Il faut que ça cesse, cette valse. Elle n'a aucun intérêt. Il faudrait dire sur chaque nom à quoi correspond une politique. Or, rien n'est dit. Donc ce que je demande, qu'il en nomme un ou une, mais qu'il la nomme et qu'il le nomme, et ensuite l'Assemblée choisira. Et d'ajouter, décider mal vaut mieux que de ne pas décider. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est intéressant d'ailleurs de voir que François Hollande voit son propre miroir. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé qu'Emmanuel Macron était véritablement l'antithèse de François Hollande, mais en réalité, il est dans la lignée de François Hollande. Ce que je vois d'Emmanuel Macron, je l'ai vu pendant le quinquennat de François Hollande, l'incapacité à décider, les atermoiements, le jeu de bonneteau. C'est très intéressant de voir que Emmanuel Macron, dont l'obsession personnelle est absolument de ne jamais terminer comme François Hollande. C'est ce qu'il dit en privé et presque quasiment en public, de ne jamais avoir cette méthode d'être quelqu'un qui agit très vite. En réalité, il est pris dans les mêmes sables mouvants et émouvants que François Hollande. Deuxième point, j'aime beaucoup François Hollande, mais j'adore ce discours jésuitique qui consiste à dire chez Yann Barthès, effectivement, choisissez. Et on sait, nous, aussi ce que fait passer comme message François Hollande. François Hollande, il a pris une gifle, parce que François Hollande, il était absolument favorable à la candidature de Bernard Cazeneuve. Ce ne sera pas Bernard Cazeneuve, donc feignons maintenant d'en être les organisateurs. C'est François Hollande. Il a tout fait pour le faire savoir. Il a tout fait pour le faire savoir et maintenant il est défait. Il inonde les journalistes politiques de messages SMS. D'ailleurs, tous les politiques, ils sont extraordinaires. Oui, d'ailleurs, on devrait faire. On a une collection là. Oui, collection. On fait un livre, peut-être que ça marchera. Dites-moi, Elisabeth. Déjà, je trouve l'expression candidat pressenti, qui est un oxymore, tout à fait révélatrice de la
la période. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de candidature au poste de Premier ministre. Non. On peut être pressenti ou pas, mais ce qui est rigolo, c'est justement que là, il y a des vocations partout, alors que des candidats pressentis. Non, moi, ce qui m'intéresse, je voudrais réfléchir sur cette phrase. Enfin bon, bref, parler de cette phrase, pardon. Mieux vaut mal décidé que pas. En l'occurrence, c'est pas tout à fait sûr, parce que mal décidé, là, à mon avis, c'est-à-dire mal décidé, nommer un Premier ministre qui sera renversé rapidement. C'est ça que j'appelle mal décidé. Je pense que ça ouvre à la crise de régime, à la démission, etc., dont je vous ai dit pourquoi je pense qu'elle est dangereuse pour la France. Là, je ne parle pas des intérêts de M. Hollande ou Macron. Je parle de notre pays, et je crois que ce serait dangereux. Donc, en l'occurrence, non. Je crois qu'il ne faut pas mal décider. Je pense encore une fois, quand on regarde l'Assemblée, oui, s'il n'y a pas des calculs tordus de tous les côtés, il doit y avoir une solution possible qui permette en tous les cas d'avancer un peu plus tranquillement vers la prochaine échéance. Mais mal décidé, je vous assure, on est parti pour beaucoup d'instabilité. Et là, vos milieux d'affaires, affairistes, milliardaires, ils vont se carapater de notre pays, et c'est pas ce qu'il faut non plus. Elisabeth, pardonnez-moi de vous répondre toujours sur le grand fantasme des milieux d'affaires qui se carapatent. Pour le moment, personne ne se carapate. Pour le moment, l'échéance, c'est le 1er octobre. Est-ce que vous avez vu quand même que Die Welt, qui est un grand journal allemand, loue la réussite économique française? Bien sûr, bien sûr. Pendant que nous sommes en train de nous disputer sur un Premier ministre. Et pendant que l'Allemagne plonge, d'ailleurs. Et que Volkswagen va fermer les usines. Économiquement, je ne parle pas de budgétairement. Économiquement, la France se porte bien. Alors, vous allez excusez-moi, non mais pardon. Non, mais je voudrais terminer juste ma phrase sur l'idée du 1er octobre. La réalité, le juge de paix, c'est le 1er octobre. D'accord? C'est le budget. C'est ça la réalité. Et Emmanuel Macron a très exactement un mois, c'est-à-dire que le gouvernement qui serait nommé, moins d'un mois, puisqu'il nous semble le 5 septembre, le gouvernement qui serait nommé aurait un peu moins de un mois pour préparer ce budget. C'est ça, le juge de paix pour le milieu des affaires, pour le monde politique, c'est le 1er octobre. Donc, il est quand même urgent de décider, même si je suis pas tout à fait... Oui, juste pour répondre sur économiquement, pardonnez-moi, mais la France, je suis désolé, notre économie est toujours tirée par la consommation. La plus grande industrie française, c'est les supermarchés. Pardon. Non, c'est l'aéronautique et l'agroalimentaire. J'essaye de vous dire, excusez-moi, vous le savez parfaitement, nous ne produisons qu'une petite partie. Nicolas Babrez donne un chiffre qui doit être de 30 ou 40% des biens manufacturés que nous consommons. L'économie française, nous avons fait un choix général, droite, gauche, tout le monde, de la tirer par la consommation que nous subventionnons. Donc non, l'économie française ne se porte pas bien, la réindustrialisation n'est pas là. Oui, on est merveilleux en tourisme, en luxe et encore un peu dans l'aéronautique, mais on perd beaucoup de nos savoir-faire. Voilà. Et dans les vins, dans les spiritueux, dans l'agroalimentaire. Airbus n'a jamais connu un tel succès. Pas encore un peu, vous pouvez pas dire ça. Airbus n'a jamais connu un tel succès. Alors Airbus, très bien, mais on ne peut pas marcher que comme ça. Vous voyez bien des flèches industrielles. Non, mais on ne peut pas dire non plus que l'économie française, je parle de l'économie française, est en bon état. Ça veut pas dire que la France est en bon état. C'est pas tout à fait. Moi, j'en parle de l'appareil de production et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que la dégradation n'a pas joué beaucoup, parce que sur les marchés, tout le monde vous le dit, il n'y a aucun problème pour prêter à la France. On veut prêter à la France parce que la France est solide et elle a des actifs. Bien, il est 8h29. Nous ne serons jamais d'accord. C'est ça. Tant mieux. Heureusement que nous... Heureusement. 8h29.